Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous recevons Véronique de Viguerie pour la première émission de Tokyo Radio, suivant où on se situe. Merci. Bonsoir Boris, merci. Bonsoir Véro. De votre invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir. En quelques mots, tu es la marraine de Réflexivité. Ça me semblait naturel que tu sois la première à venir ici ce soir dans le studio de la Gaîté Lyrique. Et c'est un grand plaisir de te revoir à ce moment-là. Moi aussi, je suis ravie, très honorée. Ravie d'être là, Boris. Alors, on a déjà beaucoup discuté de ton parcours, de ta passion pour la photographie, de ce qui t'anime. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit le plus grand nombre qui puisse partager ton expérience, ta passion, ton univers, ton imaginaire ou tes imaginaires, ce qui réellement t'anime pour partir au bout du monde sur des chantiers difficiles, des commandes, j'imagine, difficiles également à réaliser, à mettre en œuvre. Et dis-nous tout. Là, je suis en plein dedans. Hein. Ça fait plus de 6 semaines, je crois, que j'attends des autorisations, des visas, des permis de voler pour me rendre au Yémen, tu vois. Donc, en ce moment, j'ai des impatiences, mais j'attends. Le Yémen, qui était déjà aussi difficile il y a quelques années. Qui était déjà très compliqué il y a quelques années. Quand j'y étais allée, je pense que ça nous avait pris 1 an en tout de demande de visa, parce qu'il faut plusieurs visas. Quand on avait celui du Sud, le visa du Nord était expiré. On demandait le visa du Nord, c'était celui du Sud qui expirait. Après, il fallait, en plus des autorisations de voler données par l'Arabie Saoudite, enfin, c'était dingue. Et en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. C'est pas pour le Yémen que tu avais trafiqué un peu une autorisation, non ? Non, c'était pour le Sud-Soudan, je crois. Le Sud-Soudan, d'accord. En revanche, c'est pour le Yémen que tu as eu le prix visa d'or pour l'image. Exactement. C'était il y a quelques années maintenant, en 2018, je crois. Une carrière que finalement tu as révélée à travers ton travail. Pour moi, c'était un prix de dingue, en fait, parce que c'était vraiment une reconnaissance par ses pairs. C'était, je m'y attendais pas du tout. C'était génial, quoi. C'était géant, quoi. Tout d'un coup, j'étais là, je faisais partie de la cour des grands, enfin. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la cour des grands ? Est-ce que ça représente des références en termes de photographe ? Ou est-ce que c'est plutôt une reconnaissance de ton travail ? Je pense que c'est plutôt une reconnaissance de mon travail. C'est aussi savoir... En fait, c'est dur quand même quand on est freelance, parce qu'on a du mal à se situer. Par exemple, là, moi, j'ai toujours c'est hyper galère toujours de vendre des sujets, quoi. Je envoie je sais pas combien, là, de synopsis, et il y en a 0 qui sont pris, et on me rappelle pas plus facilement, et je laisse des messages. Et du coup, c'est vrai que quand on a, de temps en temps, ces prix-là, ça fait du bien, et on se dit, bon, on est sur la bonne voie, c'est des encouragements, parce que sinon, ça peut être un peu déprimant. On peut mettre un peu en doute nos capacités. C'est un peu un monde sans pitié, quoi. Alors que tu es quand même une photographe, un photoreporter, déjà bien présente dans des grands éditoriaux tels que Libé, Le Figaro, Paris Match. Elle, oui, Marie-Claire. Enfin, en géo, je les connais tous hyper bien, parce qu'en fait, il y en a pas énormément en France de magazines qui produisent, donc voilà, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc évidemment qu'on se connaît, ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier, même un peu plus. Mais pour autant, c'est pas qu'on me répond, on me répond pas à chaque fois. Je dois relancer, je dois avoir harcelé. Donc ouais, j'imagine que pour des plus jeunes qui connaissent pas encore et tout, ça doit être encore plus compliqué, quoi. Et c'est vraiment, ça peut être un peu rebutant, quoi, un peu. On peut avoir à des moments où on a envie d'arrêter. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que du coup, ces prix-là, quand même, c'est une petite caresse dans le sens du poil, une petite tape dans le dos pour dire, allez, vas-y, continue. Continue. Est-ce que tu continueras encore 20 ans ? Alors, je me suis déjà pas mal posé la question.
Et la réponse est quand même toujours la même, c'est que je crois que je ne sais rien faire d'autre. Et je pense que j'ai pas du tout envie de faire quelque chose d'autre non plus. Donc j'espère, hein, je pense que après je me suis toujours dit que le jour où je serai blasée, le jour où de prendre l'avion ou le train pour aller dans une autre destination et découvrir d'autres cultures, ça a commencé à me gonfler et que j'y allais à reculons, il faudra arrêter. J'ai pas du tout envie de devenir une vieille photo reporter amère, blasée, pour qui toutes les guerres se ressemblent. Ça m'intéresse pas. Moi, je vis quelque chose de tellement précieux que j'ai pas du tout envie de le gâcher. Donc, le jour où ça sera plus précieux pour moi, je préfère arrêter. Qu'est-ce qui t'anime quand on te confie une commande, quelle que soit la destination? Bah, déjà, souvent, la commande, c'est moi qui vais la chercher. Donc, c'est déjà à la base quelque chose qui m'a animée pour que j'ai envie de le vendre, de le proposer. Bah, c'est juste, franchement, je crois que c'est beaucoup de curiosité. Ouais, d'aller à la découverte, de voir, de vivre. De vivre ce que je lis. Parce que souvent, je trouve mes sujets sur des brèves ou sur des petits. Maintenant, ça peut être sur je sais pas, un petit article que je lis sur les réseaux sociaux ou quelqu'un m'envoie. Et tout d'un coup, je sais pas, j'ai envie d'aller voir, vraiment. Donne-moi un exemple. Bah, par exemple, j'avais vu sur Instagram une photo d'un éléphant avec un jeune garçon dessus et qui était éclairé. Donc il est dans ce qui a l'air d'être une jungle et il est juste éclairé par deux lampiotes. Et la légende, c'est juste en gros un truc pour une ONG qui a distribué des lampes solaires à des gamins. Et lui, c'est un gamin qui travaille en Birmanie avec des éléphants. Et je sais pas, j'étais là, mais la photo était magnifique, hyper mystérieuse. Et donc j'ai commencé à regarder Birmanie, éléphants, forêt et tout. Et là, je me suis rendu compte que il y avait des éléphants en Birmanie qui étaient encore utilisés pour finalement par des braconniers de la forêt primaire qui est en Birmanie, et qu'après il y avait tout un trafic, et que finalement ce bois, ce teck arrivé après moult passages de différents tampons et tout ça, recliné machin, et arrive à Habitat, et c'est avec ça qu'on a nos mobiliers de piscine et tout. Et donc tout d'un coup, juste j'ai vu cette photo et ça a été le trou de serrure pour découvrir tout ce trafic du bois, et qui était passionnant. Et du coup on est parti, on a fait ça pour le Figaro Magazine, et c'était un super sujet. J'ai adoré faire. Donc tu réalises un rêve quelque part. Ouais, il y a des trucs. J'ai un petit truc avec j'avoue, les animaux un peu comme ça, magiques. Le premier éléphant qu'on a vu, je sais pas, ouais, c'est assez émouvant. Ça fait partie des animaux dont on parle dans nos livres d'enfants, qu'on sait pas si on va les voir un jour pour de vrai. Ouais, il y a un petit truc un peu de conte de fées, quoi. Quand tu rentres chez toi, tu racontes? Ça dépend. Alors l'histoire des éléphants, évidemment, j'ai raconté, les filles étaient ravies parce qu'en plus on a eu une mère éléphant qui était attachée, avait son petit éléphanto, enfin bon bref. Donc ça, évidemment, elles étaient très friandes de ça. Elles m'ont même demandé de le présenter mes filles dans leur classe et tout, parce que voilà, ça a passionné les enfants. Alors que j'avais fait une autre présentation où ils se sont presque tous endormis, quoi. Les trucs j'ai une fille qui m'a dit écoute maman, tes histoires ça m'intéresse pas, de toute façon tu prends en photo que la vie moche. D'accord. Voilà. Okay. Je crois que c'est réglé, ça voulait tout dire. Donc les histoires de guerre et tout ça, non, ça les ça les intéresse pas. Après je comprends, c'est vrai que c'est pas, on n'a peut-être pas envie d'entendre parler de ça. Il y avait que les garçons dans la classe qui étaient très intéressés de savoir si j'avais déjà eu un pistolet, si j'avais déjà tué des gens, voilà. Mais franchement, je pense que toutes les filles étaient à moitié endormies, voire complètement endormies. Qu'est-ce que ça représente partir sur un territoire de guerre, dans un pays que tu connais pas encore?
Est-ce que tu mesures le danger? Ouais, beaucoup plus maintenant. Je sais pas si c'est la maturité ou le fait d'être maman, peut-être un peu des deux d'ailleurs. Mais je je me renseigne beaucoup plus qu'avant. Je vais moins y aller tête baissée sans savoir. Donc je vais quand même essayer de parler peut-être à des confrères ou des consoeurs qui y sont allés. Un peu avant, franchement, si j'avais un fixeur qui voulait m'emmener, je remettais ma vie totalement entre ses mains. Et franchement, je lui faisais confiance à 100% et on verrait ce qui allait se passer, quoi. Il n'y avait pas de... Alors que maintenant, j'ai quand même essayé de voir, non mais tu penses faire comment? Comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être passer cet obstacle? Est-ce que, voilà, je, je me rends un peu plus responsable et je prends un peu ma part de responsabilité dedans. Et du coup, je fais quand même attention. Après, le risque zéro, on le sait très bien, il n'existe pas. Il n'existe pas non plus quand on prend sa voiture ou je ne sais quoi. Mais après, il y a des petits trucs auxquels qui sont vraiment du bon sens. Ne pas prendre, quand on va dans des endroits un peu sensibles, ne pas prendre à l'aller et au retour le même chemin, ne pas dire à tout le monde où on va, donner son programme, essayer d'être un peu imprévisible pour éviter les trucs d'opportunisme surtout, quoi. Après, le truc vraiment ciblé aussi, bon, je pense que malheureusement, on peut pas y éviter, mais on peut essayer d'être un peu plus dur à attraper que, voilà. Qu'est-ce que tu appelles un peu sensible? Bah, les endroits un peu sensibles, c'est, par exemple, il y a des risques de kidnapping ou des risques où on va mettre un ID, enfin, un truc explosif sur le chemin de la voiture parce que on a été identifié en tant que étranger et donc potentiellement ennemi ou sac à dollars, quoi. Quelle a été ton expérience la plus dangereuse? T'en as vécu une, je crois. La fois où j'ai eu le plus peur et où je m'en suis le plus voulu, euh, c'était au Mali parce que justement j'ai pas fait attention et je suis vraiment tombée dans le piège. En gros, la guerre lancée notamment par François Hollande, je sais plus comment elle s'appelait, contre comment ils s'appelaient déjà. Enfin bon, les Affilié à Daesh? ouais, les Touaregs en Sardine, voilà, c'était en Sardine, qui se rapprochaient très dangereusement de Bamako. Et donc, pour les arrêter, on lance une opération, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et voilà, bon, bref, tous les journalistes se retrouvent plus ou moins coincés à une espèce de ligne de front qui est vraiment pas très très loin de Bamako et pas du tout dans le nord. Et moi, j'essaye de faire la plus maligne que tout le monde et de passer par le Burkina Faso et d'arriver directement dans le nord, en gros, et de prendre le chemin à l'envers de en fait, de tous les réfugiés qui étaient partis du Mali parce qu'il y avait tous ces combats entre l'armée française et en Sardine et Daesh, et enfin bon, bref, et fuyaient au Burkina Faso. Et donc, en fait, en prenant cette route, dans un taxi brousse, à un moment, on arrive et en tournant, il y a, je sais pas moi, 50 personnes par terre, face contre terre. Et en fait, le temps qu'on se rende compte que c'était trop tard, ils avaient ouvert la voiture, ils nous avaient jetés par terre. Et moi, je me suis dit, putain, si jamais ils se rendent compte que je suis française, enfin voilà, du coup, je vaux vachement plus d'argent. Ils sont en guerre contre la France, enfin le truc de négociation, voilà. Et donc, heureusement, j'étais habillée en abaya, j'avais le visage caché et j'avais mes appareils photo qui étaient sur moi avec une espèce de harnais, enfin bon bref. Mais dans le taxi, au milieu des sacs des autres, j'avais mon ordinateur, mon passeport, des choses comme ça. Et donc, mec, les mecs, ils sont avec leur Kalachnikov. Franchement, en même temps, c'est hyper effrayant. En même temps, c'est hyper énervant, quoi, parce que les autres qui sont
pareil que nous, ils arrivent, ils sont en train de tout fuir, donc ils savent qu'ils ont tout pris avec eux, donc tout ce qui les possédait, ils sont juste en train de tout prendre, ce qu'il leur reste, enfin voilà. C'est hyper énervant. Bon, bref, j'attends. En face de moi, j'ai mon fixeur qui me parle et me dit calme-toi, nanana. Ok, très bien. Et à un moment, je sens que quelqu'un me tire par mon voile. Je me dis ça y est, ils ont ouvert mon sac, ils ont vu qu'il y a un passeport français, c'est la fin. Et là, j'ai très peur. Je me dis en fait, je venais d'accoucher de ma première fille et je me dis je la reverrai jamais. Ou dans très longtemps. Et c'est tant pis pour toi. Et voilà, t'as vraiment joué au con, et ben tu vas payer. Et il m'amène avec sa calache dans le dos à son chef. Et là, son chef, à ses pieds, il a la valise de mon fixeur. Et lui, il a vraiment une valise à l'ancienne, en dur, qui s'ouvre avec une clé, quoi. Et moi, je sais qu'il faut absolument pas que je parle, parce que de toute façon, je parle pas arabe, rien. Et voilà. Et donc, je comprends qu'en fait, il est énervé parce qu'il veut voir ce qu'il y a dans la valise. Donc, je dis que je vais voir mon fixeur qui est allongé un peu plus loin avec les autres. Donc, il m'amène au fixeur et je lui dis « Alassane, il faut vraiment que tu ouvres la valise maintenant. » Donc, Alassane arrive, il a la clé, il ouvre la valise et dans la valise, il y a tout le cash que je lui avais donné pour nos 15 jours de trucs. Donc, je sais plus exactement, mais genre, il y a $3,000, quoi. Et les mecs, en fait, ils ont vu les $3,000 et ils ont débloqué, quoi. Ils étaient trop contents de tomber sur ça. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Tous les autres sont restés et nous, je crois qu'on était 5 ou 6 dans le taxi brousse, ils nous ont foutus dans la voiture et on s'est barrés. Voilà. Waouh. Ouais. Et j'ai eu vraiment très peur et on a eu vraiment une chance de... Heureusement qu'il avait tout son truc en cash et tout, et du coup, ça les a un peu... Voilà. Parce qu'après, on a par les gens du coup, l'armée et tout. Donc, c'était des petits mecs du Moudjahou qui, heureusement, étaient pas très... en tout cas, pas très bons fouilleurs ou pas très malins, parce que si jamais ils avaient vu, je valais beaucoup plus que $3,000, quoi. Ouais. Ils n'étaient pas assez expérimentés quelque part. Voilà, heureusement. C'est bien de tomber sur des débiles parfois. Ouais. Là, quand tu racontes cette histoire, j'ai l'impression un peu que tu acceptes cette fatalité. Alors moi, je suis très fataliste. Alors, je crois que j'ai appris ça avec les Afghans, parce que j'ai vécu longtemps en Afghanistan, qui sont très fatalistes. Et c'est vrai que c'est très pratique. Parce que, en fait, ce qui nous arrive n'est pas vraiment notre faute, ça devait arriver. Et ce qui ne doit pas nous arriver n'arrive pas. Donc ça permet de se déresponsabiliser de pas mal de choses. Bon, c'est un peu feignant dans l'approche, mais en vrai, c'est pratique. C'est fainéant et courageux aussi en même temps. Bon, je sais pas, franchement, non, c'est pas très courageux. Mais bon, c'est simple. Franchement, c'est... Et... oui, mais là, non. Parce que là, franchement, j'ai fait des erreurs. J'ai commis des erreurs. On n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation-là. C'est des erreurs qu'on a fait tous les deux, parce qu'on a attendu très longtemps, parce que personne voulait nous y emmener. Et à un moment, il y a un taxi brousse qui est arrivé, on l'a pris. Moi, j'ai montré que j'étais française, donc il y avait quand même 4 personnes qui étaient avec nous, qui n'ont pas dit, mais qui auraient pu dire « Non mais attendez, à côté, il y a une blanche, vous l'avez pas... » Enfin, j'ai pris des risques inutiles qu'on n'aurait pas dû prendre, quoi. D'accord. Et on a eu de la chance. Comment tu choisis ton fixeur ? Alors lui, je le connaissais d'avant, parce que j'avais déjà travaillé... sur le MNLA, sa formation au Mali et tout. Donc c'est quelqu'un avec qui j'avais toute confiance, je le connaissais bien. Après, comment on les choisit ? Alors ça dépend, si c'est des fixeurs, justement dans des zones sensibles, en qui vraiment on met nos vies entre leurs mains, il faut quand même être... savoir en face de qui on est. Et donc là, franchement, il n'y a pas mieux que de demander à des confrères ou des consoeurs qui ont déjà travaillé avec eux, comment ça s'est passé. C'est important, par exemple, un fixeur, de savoir si il faut le pousser
ou pas du tout. S'il est déjà au max et que quand il dit non, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter, ou est-ce que il est un peu frileux et on peut quand même un peu négocier, voilà. Enfin, voilà, c'est quand même tout un avec le fixeur qui fait quand même, je pense, 80% du reportage, s'il est réussi ou pas. C'est un peu comme enfin, c'est un dialogue en fait, et donc il faut quand même se connaître. Il y a toujours quand c'est la première fois qu'on se voit, il y a toujours une petite journée un peu de test où genre lui il va essayer de voir qui je suis, moi je vais essayer de voir qui il est, pour que quand on soit sur le terrain, on sache presque comment l'autre va répondre, quoi. On est une équipe. Est-ce que, je change de sujet complètement, est-ce que l'Afghanistan te manque? Ben oui, beaucoup, évidemment, surtout l'Afghanistan que j'ai connu, parce que, en vrai, en Afghanistan, j'ai été il y a pas longtemps, je suis rentrée à mi-décembre. Donc il y a pas très longtemps. Mais l'Afghanistan que j'ai connu, mon Afghanistan, il est plus là, il n'existe plus, quoi. Je me suis rentrée, il y a plus de... C'est un monde d'hommes. Les femmes ont pratiquement disparu. Je suis passée devant le marché de Kaboul qui, auparavant, était rempli de femmes qui faisaient des emplettes et tout. Et là, même au marché de tissus, de vêtements, où il y avait que des femmes, il n'y a que des hommes. Elles sont plus là, elles ont pas forcément, enfin, elles ont plus le droit d'aller dans les jardins publics. Si elles se promènent, il faut qu'elles aient un mahram. Elles doivent se couvrir. Donc il y en a plein que j'ai rencontrés du coup chez elles qui disent mais en fait tu vois, sortir c'est pas l'enfer mais c'est presque l'enfer quoi. Donc je préfère rester chez moi, regarder la télé. C'est déprimant quoi. Non, un peu comme si on voulait pas du tout d'elles. Oui, c'est déprimant pour elle, mais c'est surtout, en fait, Pour elles, c'est l'enfer. c'est l'enfer. C'est l'enfer, ouais, pour elle. Puis il y a vraiment eu en plus ce truc de 18 ans. Alors moi j'appelle ça occupation américaine, mais bon, peut-être pas occupation, mais de présence très très omniprésente américaine, où pendant 18 ans on leur a dit que qu'elles y avaient droit. Enfin 20 ans en fait, je dis n'importe quoi, 20 ans. Qu'elles avaient droit d'avoir des rêves, qu'elles avaient droit d'y croire, qu'elles étaient tout à fait légitimes pour les accomplir, et qu'elles pouvaient rêver grand, qu'elles pouvaient rêver fort. Et, et en fait, 15 août 2021, non, tout s'arrête. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Tout le monde s'en fiche. Toi qui connais bien l'Afghanistan, est-ce qu'une sortie est possible? Est-ce qu'une sortie de ce régime est possible? Non, parce qu'en fait, la seule sortie... en fait, le seul mouvement de résistance qu'il y a en Afghanistan, c'est Daesh, quoi. Donc, je crois... c'est entre la peste et le choléra, mais limite, ça serait encore pire, je pense. Ça serait encore pire. En fait, au début, j'avais de l'espoir, moi, quand ils ont pris le pouvoir. Je me suis dit qu'ils n'étaient pas forcément comme ceux de l'ancien régime, qu'ils allaient peut-être être un peu plus inclusifs, un peu plus modernes, un peu plus... Après, c'est des Afghans. Les Afghans sont en général très conservateurs de toute façon. Ils sont rentrés sans presque un coup de feu, soutenus par la majorité des Afghans. C'était quand même la paix. Après 20 ans, enfin 20 ans, qu'est-ce que je dis depuis je sais pas quand. Bien plus. Ouais. 40 ans, je crois. Ça aurait pu, quoi. Et puis en fait, pas du tout. On s'est complètement planté. Parce qu'en fait, je me suis quand même beaucoup posé la question et je me suis dit qu'en fait, c'est parce que nous, les journalistes, on les rencontrait depuis longtemps. Moi, les premiers talibans que j'ai vus, c'était en 2006. Et en fait, je me suis dit, mais c'est en fait qu'à chaque fois, on rencontrait des talibans qui voulaient bien rencontrer des journalistes étrangères. Donc, en fait, on rencontrait que, on va dire, le gratin moderne du taliban. Et derrière eux, ils sont des milliers à être encore à l'âge des cavernes, en tout cas, quoi. Et qui veulent
Enfin, moi, le truc que je leur reproche le plus, c'est cette ségrégation contre les femmes, quoi. Ils veulent juste pas que les femmes soient considérées comme un citoyen à part entière, quoi, normal. Quel conseil, alors je quitte le sujet de la guerre, quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune photographe qui se lance dans le métier? Ben, je leur donnerai ce conseil qui est quand on veut, on peut. Et ça vaut le coup. De tous les sacrifices, si c'est quelque chose qu'on veut vraiment, il faut y aller. Je sais que quand j'étais étudiante en Angleterre en journalisme, mon prof m'a fait appeler quelqu'un de l'AFP qu'il connaissait pour que je lui parle. Et j'ai appelé cette personne de l'AFP et en gros, je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai très envie d'être photojournaliste. Et le mec de l'autre côté du fil, à l'époque il y avait encore des fils, a rigolé en me disant, non mais c'est n'importe quoi. Moi je connais des très bons photojournalistes qui n'en vivent plus. C'est trop compliqué, c'est ultra bouché. Je vous propose de plutôt prendre des cours de cuisine. Voilà. Cool. Très cool. Je suis rentrée dans ma chambre d'étudiante. J'étais un peu dévastée. Parce que vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait et tout. Et puis en fait, au bout du 2e jour, je me suis levée. Je me suis dit, mais en fait, non. Je vais pas l'écouter. Et encore pire, je vais lui prouver qu'il dit n'importe quoi et que voilà. Parce que moi, j'ai envie de faire ça et je vais faire ça. Et finalement, ça a été plutôt un moteur. Et je crois que, ouais, quand on veut quelque chose, il faut y croire, il faut y aller. Et rien à foutre si c'est bouché, si ça n'existe plus. Ça va être difficile, ok. Mais ça va être complexe, ok. Mais compliqué, ça veut pas dire génial. Et ce poids du patriarcat, penses-tu qu'il est toujours d'actualité? Alors, de moins en moins, clairement, mais il est encore hyper présent. Moi, j'avais quand même un peu zappé, mais en devenant maman, ouais, le truc de... Franchement, clairement, dans la tête de 99% des gens, je pense que c'est impossible d'être une bonne photojournaliste et une bonne maman. C'est genre, clairement, je vois dans leurs yeux, si je suis bonne photojournaliste, ça veut dire que je dois être une très mauvaise mère. Et une bonne mère doit être, une photojournaliste du dimanche, quoi. 99%, tu laisses aucune place au doute, là. Franchement, ouais, mais je parle de même ma mère, je parle même de femmes, hein. D'accord. Ouais. Non, j'exagère peut-être un peu, mais j'exagère pas sur... vraiment, je pense que c'est... de faire les deux bien, c'est pas possible. Et c'est genre un peu égoïste, quoi, de notre... Enfin, c'est vu comme un choix hyper égoïste de ma part de continuer à faire mon métier alors que j'ai 2 filles, quoi. Et que tu fais aussi bien l'un que l'autre. Mais j'en sais rien si j'ai fait aussi bien. En tout cas, je fais de mon mieux les deux, quoi. Tes filles sont heureuses. Bah, je crois. Ben voilà. Bah, c'est ce que je me dis. Après, est-ce que c'est pour justifier mes choix? Je me dis que c'est aussi important pour elles d'avoir, même si c'est une maman à 2/3 temps, heureuse qu'une maman à 100% de temps frustrée, quoi. Bon, peut-être je me raconte des histoires. Non, je crois pas. Je crois pas. J'y crois. Tu as raison. Sur quel sujet travailles-tu actuellement? Eh bien, sur le Yémen, où j'ai vraiment très très envie d'aller. Moi, j'aime bien les imparfaits. J'aime bien les gens, enfin plutôt les communautés ou comment dire les groupes un peu complexes où c'est pas tout noir tout blanc, où c'est perturbant. Et là, en ce moment, je trouve que l'attaque des Houthis en mer Rouge pour défendre Gaza et qui vont continuer leur attaque, qui, enfin pour l'instant, vu de loin en tout cas, ne leur apporte rien et leur coûte beaucoup.
Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça même fascinant. Pourquoi des mecs qui sont quand même loin, hein, ils sont quand même loin d'eux, vont faire des attaques sur des trucs, ils prennent des risques de dingue, ils se font attaquer ils sont bombardés leur position par les États-Unis et les Britanniques, qui sont quand même des superpuissances. Et nous, qui avons ce pouvoir de pouvoir quand même peut-être faire des négociations, voire du chantage à Israël, on le fait même pas. Enfin voilà, moi ça m'intéresse. N'ont-ils pas eux-mêmes des pouvoirs avec eux? D'autres pouvoirs, d'autres pays? Ah, bien sûr, il y a l'Iran et tout, qui les finance, mais est-ce qu'ils les financent en leur disant tout cet argent, vous allez faire ça pour cesser le feu sur Gaza? Je suis pas sûre. Enfin, j'en sais rien. En fait, c'est pour ça que j'ai envie d'y aller, parce que ça pose plein de questions. Évidemment, je suis pas naïve, hein, c'est pas des chevaliers de la paix dans le monde. Évidemment en plus je les ai pratiqués, je sais que c'est franchement des affreux personnages qui sont parano, imbuvables et tout, mais je trouve ça quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe et d'essayer de comprendre, les faire parler et voir ce qui est en jeu, parce que c'est un peu inattendu quand même, je trouve. Donc là, on est en plein dans un journalisme d'investigation. C'est bien au-delà de la photographie en elle-même. Non, parce que je sais aussi que visuellement, ça va être hyper assez fort, parce que je suis déjà allée. Déjà, le Yémen, j'ai pas aimé l'accueil des Houthis, mais j'ai adoré le pays. J'ai adoré les Yéménites, trop, trop, trop sympa. Et la dernière fois, on est parti en se cachant et tout. On est parti comme des voleuses. Et j'ai assez envie d'y retourner et de enlever cette petite frustration d'être parti si vite. D'accord. Donc c'est une histoire qui se poursuit. Ouais, c'est une histoire qui se poursuit. Voir où... C'est toujours intéressant de revenir dans un pays dans lequel on a été, je trouve, pour voir ce que c'est devenu, ce qui a changé, ou pas du tout changé d'ailleurs. Ouais. Et la dernière fois, c'était avec Manon? Ouais. Ouais, c'était en 2017, ouais. Et là, tu y retournes seul, accompagné? Non, j'y retourne avec un journaliste de Paris Match qui s'appelle Nicolas Delessal, avec qui je n'ai encore jamais travaillé, mais qui est une très très belle plume. Voilà, je suis très contente. C'est important pour toi, ce travail de duo? Écriture, pour photo. moi, c'est... en fait, partager les choses, pour moi, c'est... Même pas que dans le travail, c'est assez primordial. Je sais pas, j'en parlais justement avec une copine il y a pas longtemps, et j'étais mais en fait, moi, quand je partage pas, j'ai l'impression que ça n'existe pas pour de vrai. D'accord. Et donc, d'autant plus dans un reportage, de pouvoir partager, vivre ensemble le truc, je trouve ça... pas vital, mais presque, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il te manque pour partir? Il me manque un visa et une clearance de voler. Enfin, en gros, de pouvoir prendre... En gros, le ciel du Yémen est contrôlé par l'Arabie Saoudite. Et donc, quand on part en avion, je sais plus comment ça s'appelle, mais la liste des passagers est envoyée à l'Arabie Saoudite qui va vérifier, en gros, que... tout le monde. Et si ils voient des journalistes, et vu que nous, on va avoir un visa de journaliste, ils vont voir qu'il y a 2 journalistes à bord, il faut qu'il y ait une clearance de leur part. Sinon, soit on peut repartir dès qu'on arrive à Aden, soit on peut ne même pas embarquer. C'est ce qui nous était arrivé une première fois à Oman. D'accord. Voilà. Donc là, ton sac est prêt. Dès que tu as le visa et le clearance, mon sac est plus que prêt. Tout est là, quoi. Donc c'est une question d'heures ou de jours, peut-être? J'espère 2 jours, ouais. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir t'enregistrer aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. C'est toujours comme ça? Alors, il y a des endroits qui sont plus ou moins compliqués. Le Yémen, je savais que ça allait être compliqué.
Après, c'est vraiment les choses que je trouve hyper compliquées avec ce métier, c'est de perdre la main sur son temps, quoi. C'est-à-dire, là, ben, j'attends, mais je sais même pas, en vrai, ça va arriver. J'espère que oui, je pense que oui, mais peut-être que ça va pas arriver, en fait. Et du coup, ça fait depuis 8 semaines que je suis dans l'attente, où je prévois pas des trucs de dingue parce que je me dis, oui, non, mais je vais peut-être devoir annuler. Et où tout mon temps est entre leurs mains, quoi. Et c'est eux qui vont. Et ça, c'est vraiment assez désagréable. Assez désagréable. Je pense que c'est la chose vraiment que je n'aime pas dans ce métier de freelance, quoi. Comment tu gères tes périodes en France, à l'étranger, aux commandes? Deux périodes qui sont radicalement différentes à vivre. Ben, en fait, c'est assez. Alors, avant d'avoir des enfants, je gérais pas du tout les périodes entre reportages. J'avais vraiment l'image d'être à un arrêt de bus. Voilà, d'attendre de prendre le prochain bus. Du temps un peu perdu, quoi. Maintenant, j'ai donc mes enfants, que j'adore, et j'ai appris à apprécier, valoriser ce temps entre deux reportages, même à un point où je peux partir contente, mais avec un gros pincement au cœur, en me disant, ah bon, c'était cool ce temps-là. Voilà, après, pour ne rien te cacher, j'ai plein de copines avec qui on sort assez souvent, avec qui on refait le monde, avec qui on écume les bars, avec qui on fait des voyages, avec qui, voilà, on fait plein de trucs et on s'éclate. Et donc, maintenant, mon temps entre les reportages est aussi, enfin, est-ce que je peux dire aussi précieux? En tout cas, est précieux, vraiment. Alors qu'avant, je le considérais comme vraiment, ouais, du temps perdu. On est en hiver, il y a aussi le ski, je crois. Ouais, j'adore. Que tu adores. Ou le surf. Moi, j'adore le snow. Et je pars au ski ouais, avec mes filles pour les vacances, là. Donc, même là, je suis tellement dedans et tout que même s'ils me disent vous pouvez y aller, là, ma semaine au ski, c'est sacré, c'est précieux. D'accord. Ils décaleront. Ok. Voilà. Donc ça, tu gardes. Oui, mais c'est un peu ma petite revanche, ouais, genre, bon, moi, ça fait 8 semaines que je vous attends, donc maintenant, vous allez attendre les 6 jours ou 7 jours qu'il faut, quoi. Voilà. C'est la semaine où on n'y touche pas. C'est la semaine où on n'y touche pas. Et pourtant, tous les ans, c'est la semaine où il se passe des trucs. Il y a 2 ans, la guerre en Ukraine s'est déclarée en plein dedans. Enfin, c'est tout le temps. Mais bon, je crois que c'est le lot de tous les freelances en général. C'est rien ne se passe, et tout arrive en même temps. C'est le lot de ton métier. C'est le lot de mon métier, mais de plein de métiers, je crois. Enfin, quand j'en parle à d'autres, même des acteurs ou des actrices, c'est pareil. C'est pareil. T'attends, et puis paf, t'as 2 propositions, il faut choisir. Voilà. Quelle serait la destination où tu rêverais d'aller? Ou un Yémen. Sujet que tu... Ah non, okay. Yémen, évidemment. Bon, Yémen, ok. On va dire que c'est dans la poche. Oui, bien sûr, okay. C'est dans la poche. Évidemment, ça va se faire. Un pays où je rêverais d'aller. Mais il y en a tellement, en vrai. Il y en a tellement. Amérique latine? Amérique latine, j'adore. Et c'est pas du... En vrai, c'est... je sais pas si on peut diviser ça en continents, mais chaque continent a vraiment ses particularités avec ses avantages et ses défauts. En Amérique latine, ce qui est top, c'est que on peut se balader en... Comment ils appellent ça? Au spaghetti. Tu vois, c'est des bretelles toutes fines. Ah, d'accord. Okay. Voilà, tu peux te balader comme tu veux, tu peux boire de l'alcool, tu peux être des cocktails de malade, margarita, caipirinha, enfin, truc, tu peux faire la fête, c'est rigolo et tout. Mais par contre, sur certains sujets, tu peux te faire tuer pour rien. Juste parce que t'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Le truc qui ne t'arrivera rarement au Moyen-Orient. Où là, par contre, tu dois respecter un certain dress code. Pour l'alcool, ça peut être compliqué, c'est moins la fête et tout. Le daiquiri, tu l'oublies. Voilà. Mais par contre, franchement, ce serait très étonnant que tu te fasses tuer sans raison. Tu vois, tu fais tuer parce que tu représentes quelque chose. Enfin bref, c'est beaucoup plus réfléchi.
Ah bon, en Europe. Enfin bon, bref, chaque, tu vois, c'est truc. Et là, je crois, ouais, bah, franchement, on est en plein hiver, donc c'est un peu injuste, évidemment. Je vais te dire, oui, bah, franchement, renvoyez-moi au Brésil, quoi, en Amazonie, je suis pour, quoi. J'ai revu récemment une photographie où tu étais bien entouré de gars bien musclés, Ah, bien chargés Delta en du Niger. munitions. Ouais, Ouais. exactement. Ah, j'ai adoré ça, le Impressionnant Niger. quand même. Mm. Et toi, t'es là, cool, au milieu. Petit t-shirt blanc, Bah ouais, pépouze presque. bah ouais. Écoute, en fait, on n'était pas hyper pépouze parce que en vrai, il y avait leur chef qui avait eu un flash sur Manon, qui voulait en gros se la faire. On a dû inventer tout un truc, comme quoi il devait se marier avec elle. On a dit, on a prétendu qu'on était sœurs, qu'il fallait qu'on, enfin voilà, qu'on aille acheter les robes et tout. Enfin bref, non, on a eu très peur. En vrai, on a eu peur. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça nous arrive tout le temps. En vrai, c'est assez rare. D'accord. Le, Ouais, là, c'était quand même un mariage. oui, c'était quand même un mariage. Heureusement, il attend toujours sa mariée évaporée, hein. Mais Alors, comment vous avez fait pour vous barrer? et ben en fait, on lui a dit non mais en fait en France, en gros, on couche pas comme ça. Déjà, nos parents, il faut qu'on les appelle, il faut qu'on fasse un mariage. Ils vont être tellement contents de ça. Et puis, il faut qu'on aille acheter des robes. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à faire, quoi. Et du coup, il nous a donné des billets. Il nous a dit, bah, allez faire vos petites emplettes à Port-Harcourt et je vous attends dans une semaine. Prenez les parents et tout, organisez tout, quoi. Évidemment, voilà, on Ah était ouais. arrivé à Port-Harcourt, on s'est barré, quoi. Hmm. Mais en vrai, ça arrive, mais ça arrive pas tout le temps. On a quand même cette espèce de protection d'être des journalistes étrangères. C'est quand même un... Voilà, là, par exemple, franchement, on n'aurait pas été des journalistes étrangères, il aurait dit, non, mais attends, tu te fiches de moi. Là, il était là, bon, ok, elles sont un peu spéciales, elles veulent un mariage, on va le faire comme ça. Enfin, il n'y a pas de... Il y a une espèce de respect ou peut-être un peu... ouais, quelque chose comme ça. Tu m'avais dit une fois que c'était plutôt un avantage d'être une femme dans ce métier. Carrément. C'est carrément un avantage parce que bah, déjà, dans plein de pays un peu compliqués, on a accès aux femmes. Et il y a quand même plein de choses qui se passent avec les femmes. Et en plus, avec les hommes, il y a cette espèce de truc où en fait on ne représente pas un danger, donc on ne fait pas peur. Et du coup, ça entraîne une certaine bienveillance naturelle. Et donc, je pense que ouais, les hommes même s'ouvrent plus facilement à une femme parce que peut-être ils ont l'impression qu'ils vont pas enfin qu'on va pas les juger ou les et il n'y a pas de guerre de coq, voilà. Et on peut se permettre beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de trucs. Moi, les talibans, je pouvais me permettre de leur dire presque tout, alors que je pense que si ça avait été un photographe homme. Il lui aurait dit non mais lui il se prend pour qui, on va lui fermer sa bouche et puis voilà, c'était fini. Alors que là ils sont un peu surpris, ils sont un peu choqués et puis en même temps ils rigolent un peu, bon et puis ils le font. Voilà. D'accord. Alors, ça fait 43 minutes qu'on enregistre, Ah ouais quand même. avec un petit vin blanc, tranquille. Ouais, On est tranquille. bien, là, non? Ouais, écoute, tu vois, c'est passé très très vite. Ouais, ça passe très vite. Merci beaucoup, Véronique. Avec plaisir. Et bon Boris. voyage au Yémen. Merci, Inch'Allah, comme ils disent. À très vite. À très vite.